Chunk One. Le plus beau, c'est que, au début, lorsque tout s'est mis en place, il n'y avait ni carte ni plan. En 1980, Robert Plant a fait un choix qui lui a coûté 800 millions de dollars. Il a refusé la plus grosse offre de l'histoire de la musique, et les fans ignorent toujours la véritable raison. Mais cette décision n'était que le début d'une vie remplie de secrets. Une relation interdite avec la sœur de son ex-femme, un fils dont il parle à peine et une habitude de perdre tous ceux qu'il a aimés. Aujourd'hui, à 77 ans, Plant vit seul avec des souvenirs trop douloureux à partager. La vie actuelle de la légende du rock n'est pas seulement triste, elle est presque incroyable. Robert Plant a grandi dans un monde à la fois stable et incertain. Son père, Robert C. Plant, était un ingénieur civil qualifié qui avait travaillé sur des projets importants, comme la construction de pistes d'atterrissage pendant la Seconde Guerre mondiale. La famille vivait à West Bromwich, aspirant au confort de la classe moyenne, mais elle n'y était pas fermement établie. La véritable tension venait de sa mère, Annie Celia Cain, qui était d'origine rom. Cet héritage a donné à Plant un sens du mysticisme, du folklore et de l'esprit vagabond des marginaux. Cela contrastait fortement avec le monde ordonné des plans et des structures de son père. La vie dans le pays noir, nommé ainsi à cause de la suie et de la fumée qui flottaient dans l'air à cause de l'industrie lourde, était grise et dure. Les racines de sa mère lui offraient un monde différent, rempli de couleurs et d'imagination, qui a plus tard façonné ses textes avec des thèmes de mythes et de magie. Grandir. Pris entre ces deux mondes, est devenue la lutte déterminante de ses premières années. En vieillissant, le conflit avec ses parents est devenu plus difficile à ignorer. Son père espérait qu'il suivrait une voie sûre et deviendrait expert comptable, ce qui, dans la Grande-Bretagne d'après-guerre, était considéré comme le summum du respect. Yasaï. Pour Robert C. Plant, qui avait travaillé dur pour gravir les échelons, l'idée que son fils renonce à ce rêve était profondément décevante. Mais Robert avait déjà trouvé autre chose qui le consumait complètement. Il avait découvert le blues avec sa puissance brute et son honnêteté émotionnelle grâce à des artistes comme Muddy Waters, Howlin' Wolf et Sonny Boy Williamson II. La musique parlait de douleur et de désir d'une manière qu'il ressentait profondément, même s'il avait grandi loin du monde qu'elle décrivait. Il dépensait son argent de poche dans des disques rares importés d'un magasin de Birmingham appelé The Diskery, s'enfermant dans sa chambre pour étudier chaque son. Pour lui, ce n'était pas seulement de la musique, mais un mode de vie qui rejetait l'existence tranquille et sûre que ses parents appréciaient. À 16 ans, il fréquentait la King Edward VI Grammar School à Stourbridge. Pour sa famille, c'était une fierté, un tremplin vers l'université et un avenir respectable. Mais Robert se sentait piégé. Les matières qu'il était obligé d'étudier, comme le latin et les mathématiques, lui semblaient dénuées de sens par rapport à l'attrait électrisant du blues. Selon ses propres termes, il était un clou carré dans un trou rond. Chunk 2. À 16 ans, avec seulement quelques mentions au JCEO, il a pris la décision audacieuse de quitter l'école. Pour ses parents, ce n'était pas seulement une erreur, mais une trahison complète de tout ce pourquoi ils avaient travaillé. Pour lui, c'était la seule voie à suivre. Il ne quittait pas seulement l'école. Il abandonnait la vie qu'ils avaient prévue pour un tierce pour lui. Peu de temps après, la tension à la maison a atteint un point de rupture. À seulement 16 ans, Robert est parti pour de bon. Ce n'était pas une grande aventure, mais une période difficile et incertaine. Sans argent et sans endroit où aller, il a dormi sur le sol des maisons d'amis, se déplaçant constamment, vivant le genre de vie errante qu'il avait autrefois admiré chez les bluesmen qu'il aimait. Sa petite amie Maureen Wilson, qui était un peu plus âgée, lui a apporté un soutien émotionnel et financier. Ils ont finalement trouvé un petit appartement ensemble à Walsall, où elle l'a aidé à joindre les deux bouts pendant qu'il poursuivait ce qui ressemblait à un rêve impossible. Entre 1964 et 1966, il a à peine parlé à ses parents.
Pour survivre, il a occupé des emplois manuels difficiles, dont le plus pénible a été de poser du tarmac pour l'entreprise de construction Wimpey dans les West Midlands. La dureté physique l'a endurci et lui a donné le courage qui allait plus tard transparaître dans sa voix. Même en travaillant dans ces emplois épuisants, ses nuits étaient consacrées à la musique. En 1966, il a rejoint un groupe qui lui a donné son premier vrai avant-goût du succès. Il s'appelait les Band of Joy et il est rapidement devenu une légende à Birmingham et dans le Black Country. Le groupe comprenait le batteur John Bonham, dont le jeu puissant correspondait au chant flamboyant et indompté de Robert d'une manière qui semblait électrique. Ensemble, ils ont créé un son qui laissait entrevoir quelque chose de bien plus grand. Sur scène, Robert, avec ses longs cheveux blonds et sa présence dramatique, a gagné le surnom de Wild Man of Blues du Black Country. Le Band of Joy a acquis un public local important et Robert s'est distingué comme quelqu'un d'unique. Pourtant, malgré toute leur énergie, le groupe n'a jamais décroché de contrat d'enregistrement et a gagné peu d'argent. Ils ont joué dans des pubs et des clubs bondés, mais étaient souvent payés avec à peine plus que de l'argent de poche pour la bière. C'était une période de croissance, mais aussi de profonde frustration. À l'été 1968, tout a changé. Jimmy Page, le brillant guitariste des Yardbirds, était confronté à une crise. Son groupe venait de se dissoudre en juillet, le laissant avec des contrats de tournée en Scandinavie et aux États-Unis d'une valeur d'environ 30 000 $. S'il ne trouvait pas rapidement un nouveau groupe, il risquait la catastrophe financière. Son premier choix pour le chanteur, Terry Reid, l'avait refusé, mais Reid a recommandé Robert Plant à la place. À l'époque, Robert n'avait que 20 ans et survivait à peine, gagnant environ 22 $ par semaine. Chunk 3. Pour Page, la rencontre avec lui n'était pas fortuite. C'était une recherche désespérée de quelqu'un qui pourrait l'aider à éviter à la fois la faillite et l'obscurité. Le 31 juillet 1968, Page a parcouru 120 miles depuis Londres pour voir Robert se produire avec le groupe peu connu Hobbs Tweedle devant un petit public dans un collège de formation des enseignants de Birmingham. La performance de Robert ce soir-là l'a stupéfié. Il a chanté « Somebody to Love » de Jefferson Airplane et des standards de blues avec une voix qui couvrait 4 octaves, se déplaçant avec une présence différente de tout ce que Page avait jamais vu. Robert semblait porter une énergie étrange, presque mystique, sur scène. Page a admis plus tard qu'il pensait qu'il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas chez lui personnellement, sinon un grand groupe l'aurait déjà signé. La vérité était que les groupes londoniens avaient rejeté Robert, le jugeant trop lourd ou trop étrange pour le grand public. Ce soir-là, Page a su qu'il avait trouvé quelqu'un d'extraordinaire. Le lendemain même, Robert a rendu visite à Page dans sa péniche victorienne à Pangbourne. La maison était peut-être remplie de tapisseries médiévales, d'art oriental et de livres sur l'occultisme, ce qui a donné le ton à ce qui s'est transformé en une session d'une nuit entière. Robert avait apporté des disques rares de blues américains, y compris les œuvres complètes de Robert Johnson et des enregistrements de Skip James, qui correspondaient à la propre collection de Page. Ils sont restés éveillés jusqu'à 4 heures du matin, échangeant des chansons et des idées. À un moment donné, ils ont interprété « Babe, I'm Gonna Leave You ». Et la voix de Robert a résonné si puissamment qu'elle a semblé ébranler les poutres en bois de la maison. À l'aube, ils avaient tracé les prémices de chansons comme « Dazed and Confused » et « Communication Breakdown », des morceaux qui rapporteraient plus tard des millions. Avec Robert à bord, Page s'est tourné vers le parachèvement du groupe. Robert a suggéré de faire venir John Bonham, qui gagnait alors 40 $ par semaine avec le groupe de Tim Rose. Le jeu de batterie de Bonham était si puissant qu'il avait été interdit de certains lieux pour avoir fissuré les murs avec sa grosse caisse. Page lui a offert 25 $ juste pour l'audition, ce qui était presque le double de ce qu'il gagnait déjà. Et ça a marché. Pour compléter la formation, John Paul Jones, un musicien de session avec des crédits aux côtés des Rolling Stones et de Donovan, les a rejoints.
Jones avait étudié au Royal College of Music et jouait de plusieurs instruments avec aisance. En 1967, il avait gagné plus d'argent en tant que musicien de session que de nombreuses stars du rock à plein temps. En seulement 3 semaines, ce nouveau groupe s'était réuni, chaque membre apportant un talent rare, tout en gagnant au total moins de 150 $ par semaine. En septembre 1968, ils étaient prêts à se lancer. Au début, ils ont utilisé le nom de The New Yardbirds, mais les menaces juridiques de l'ancien bassiste des Yardbirds, Chris Dreja, les ont forcés à le changer. Le nouveau nom provenait d'une blague de Keith Moon et John Entwistle des Who, qui avaient dit un jour que le nouveau groupe de Page s'effondrerait comme un ballon de plomb. Page a adoré l'expression, mais a changé l'orthographe en Led Zeppelin. Il pensait que cela décrivait parfaitement le mélange de lourdeur et de vol, de puissance et de beauté qu'il voulait que le groupe représente. Le premier album de Led Zeppelin en 1969 n'est pas seulement entré dans les charts. Chunk 4. Il a explosé sur la scène et a changé la musique rock à jamais. En quelques mois après sa formation, le groupe vendait plus que les groupes établis et établissait le son qui allait plus tard définir le heavy metal. Jimmy Page avait trouvé Robert Plant par hasard, l'entendant chanter « Somebody to Love » dans un collège de Birmingham. Il a su tout de suite que la voix de Plant ne ressemblait à rien d'autre. Sur ce premier disque, Plant a livré des notes aiguës, des grognements profonds et des hurlements bruts qui ont donné à la musique une puissance que personne n'avait entendue auparavant. C'est devenu l'étincelle qui a inspiré de futurs groupes comme Black Sabbath, Judas Priest et Iron Maiden. Avant même de terminer leur première tournée mondiale, Led Zeppelin avait déjà été couronné comme les nouveaux géants du rock, et le cours de la musique a été changé pour de bon. Au centre de cette ascension se trouvait Robert Plant. Sa présence sur scène a créé une image que les fans ne pouvaient pas oublier. Avec ses longs cheveux blonds tombant sur sa poitrine nue et sa posture haute et confiante, il est devenu connu comme le Golden God. Il ne se contentait pas de chanter, il bougeait avec énergie, claquant des doigts, rejetant la tête en arrière et prenant des poses audacieuses qui rendaient chaque performance inoubliable. Son look est devenu un symbole du rock lui-même. En 1974, un magazine de musique lui a même décerné le prix inhabituel de Chest Oramama, affirmant qu'il avait la meilleure poitrine du rock. Plant en a ri plus tard, disant qu'il était honoré, mais qu'il ne savait pas quoi dire de sa propre poitrine. Ses chemises colorées, ses pantalons moulants et ses bijoux étincelants n'ont fait qu'ajouter à l'image. Le style qu'il a créé a influencé d'innombrables autres leaders, de Mick Jagger à Jim Morrison, et a contribué à définir ce que signifiait être une star du rock. Le moment qui a scellé leur place dans l'histoire est arrivé en 1971 avec la sortie de Led Zeppelin IV. L'album s'est vendu à plus de 37 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Sa pièce maîtresse était « Stairway to Heaven », une chanson qui durait plus de 8 minutes et qui a pourtant réussi à devenir l'un des morceaux les plus appréciés de l'histoire du rock. Même si le groupe a refusé de la sortir en single, les fans ont acheté l'album entier juste pour l'écouter. Aux États-Unis seulement, il a été certifié 24 fois platine, ce qui signifie que plus de 24 millions d'exemplaires ont été vendus. Dans le monde entier, le nombre a atteint 38 millions. Au même moment, leur renommée grandissait. La vie personnelle de Plant changeait également. Le 9 novembre 1968, il a épousé Maureen Wilson. Leur réception de mariage a eu lieu au Roundhouse de Londres, où le nouveau Led Zeppelin s'est produit, ce qui en fait peut-être le début de concert le plus exclusif imaginable. Plant avait rencontré Maureen lors d'un concert de Georgie Fame en 1966, et alors que sa carrière passait de petit club à la célébrité mondiale, elle est devenue une présence constante dans sa vie. Il a même écrit la chanson « Thank You » pour elle sur leur deuxième album. Chunk 5. Ensemble, ils ont eu 3 enfants,
et Maureen a assuré la stabilité à la maison pendant que Plant était en tournée. Dans ces premières années, leur mariage a donné à Plant un rare sentiment de vie normale au milieu du chaos de la célébrité du rock. Mais la vie sur la route n'était pas sans scandale. En juillet 1969, le soi-disant incident du Mud Shark s'est produit à l'Edgewater Inn de Seattle. Selon Carmina Peace de Vanilla Fudge, qui l'a confirmé plus tard dans ses mémoires, des membres de Led Zeppelin et de Vanilla Fudge ont été impliqués dans une rencontre choquante avec une groupie de 17 ans et un poisson sorti de la baie. L'histoire a gagné en notoriété lorsque Frank Zappa l'a racontée dans un album live de 1971. Pendant des années, elle a été rejetée comme un mythe, mais la confirmation des années plus tard l'a cimentée comme l'une des histoires les plus folles de l'histoire du rock. L'événement s'est produit pendant la première grande tournée américaine de Zeppelin, ce qui l'a rendu d'autant plus surprenant que le groupe essayait encore d'établir une réputation sérieuse. Les propres sentiments de Plant concernant les excès du style de vie rock ont changé au fil du temps. En 1975, il était dérangé par la culture grandissante des groupies à Los Angeles, en particulier en voyant des filles de plus en plus jeunes y être attirées. Il a écrit à ce sujet dans la chanson « Sick Again », où il a exprimé sa tristesse et sa frustration. Dans des interviews, il a parlé de sa désillusion face à la scène, disant que ce qui avait été excitant était maintenant superficiel et mauvais. Au milieu des années 1980, il a ouvertement qualifié le style de vie des rockstars de minable et de mesquin, montrant à quel point il s'était éloigné des excès qui définissaient d'une grande partie de l'image de Zeppelin. Plant a également apporté une profondeur à la musique de Led Zeppelin que beaucoup n'attendaient pas. Il a intégré son amour pour la littérature et la mythologie dans ses paroles, puisant souvent dans les œuvres de J.R.R. Tolkien et les légendes nordiques. Des chansons comme Ramble On faisaient référence au Mordor et The Battle of Evermore s'inspiraient fortement du monde de Tolkien avec une imagerie que les fans reliaient directement à des personnages comme Frodon et Galadriel. Il a également puisé dans les mythes nordiques dans des chansons comme Immigrant Song, où il chantait les conquêtes vikings et le Valhalla. Cela a donné à la musique de Zeppelin une richesse et une complexité qui les ont distingués des autres groupes. En 1973, lors de leur concert au Madison Square Garden, le groupe Ascendia a été confronté à l'un des plus grands mystères du rock. Entre 1h20 et 19h30 le 29 juillet, environ 200 000 $ en espèces ont été volés dans leur coffre-fort à l'hôtel Drake. L'argent représentait leur gain des concerts. Le directeur de tournée Richard Cole a découvert le vol lorsqu'il est allé payer l'équipe de tournage, ne trouvant que des passeports dans le coffre. Malgré une enquête complète du NYPD et un rapport détaillé, l'argent n'a jamais été retrouvé et personne n'a été arrêté. Le vol reste l'un des plus notoires de l'histoire du rock et il a même été mentionné dans le film de concert du groupe, The Song Remains the Same. La croissance de Plant en tant qu'auteur-compositeur a été un autre tournant majeur. Au début, ses paroles étaient souvent critiquées comme étant simples et répétitives. Mais en 1970, avec la sortie de Led Zeppelin III, il a commencé à écrire des chansons plus réfléchies et personnelles. Des morceaux comme That's the Way et Brown Ear or Stomp ont montré une nouvelle facette de lui, remplie de narration et de profondeur émotionnelle. Encouragé par Jimmy Page, Plant a pris confiance et a développé un style qui combinait la réflexion personnelle avec des thèmes mythologiques. Puis, venu le terrible accident de voiture le 4 août 1975, alors qu'il était en vacances avec sa famille. Chunk 6. Plant a perdu le contrôle de leur voiture. L'accident l'a laissé avec une cheville et un coude cassé, tandis que Maureen a subi une fracture du crâne et de multiples blessures. Leurs enfants, heureusement, n'ont subi que des contusions mineures. Plant craignait que Maureen ne survive pas, mais grâce à une aide médicale immédiate et aux ressources du groupe, elle s'en est sortie.
Plant lui-même a gardé des séquelles durables, notamment des problèmes de mémoire. Ses blessures ont tout changé. Il a passé des mois dans un fauteuil roulant et il lui a fallu 2 ans pour se rétablir complètement. Pendant cette période, Led Zeppelin a dû annuler une énorme tournée nord-américaine de 33 dates, y compris des concerts à Oakland, Kansas City, Atlanta et au Rose Bowl de Pasadena. Les annulations ont été un coup dur pour les fans et ont coûté des millions au groupe. Plus douloureux encore, Plant a dû s'adapter à l'enregistrement tout en étant confiné à un fauteuil. En 1977, Zeppelin est retourné aux États-Unis pour une tournée massive, leur première en 2 ans après le grave accident de voiture de Plant. Les fans avaient attendu avec impatience, et maintenant, 51 concerts étaient prévus dans les grandes villes américaines. Le Madison Square Garden et le Chicago Stadium se sont vendus instantanément, chacun avec 15 000 à 20 000 places, et la tournée a rapporté plus de 5 millions de dollars de ventes anticipées. Le 23 juillet 1977, alors que le groupe se produisait devant 76 000 fans au Louisiana Superdome de la Nouvelle-Orléans, Plant a reçu un appel téléphonique qui allait changer sa vie à jamais. Sa femme, Maureen, appelait d'Angleterre pour lui annoncer que leur fils de 5 ans, Karak, était soudainement tombé gravement malade. Elle l'a décrit comme souffrant de vomissements sévères, d'une fièvre qui était montée à 40 degrés et d'une faiblesse effrayante. Plant était à 4000 miles de là. 3 jours plus tard, le 26 juillet, Plant a reçu le deuxième appel. Karak était décédé d'une infection virale rare qui était devenue mortelle en moins de 48 heures. Plant avait prévu de rentrer chez lui ce jour-là même, mais il a manqué l'occasion de voir son fils vivant de quelques heures seulement. Des Thomas et des témoins ont déclaré qu'il s'était effondré et avait poussé un cri si douloureux qu'il résonnait dans le couloir de l'hôtel. Le groupe a immédiatement annulé les 27 concerts restants de la tournée, renonçant à environ 4 millions de dollars et décevant plus de 800 000 détenteurs de billets. Plant s'est enfermé pendant 6 jours, refusant de quitter sa chambre d'hôtel, tandis que ses camarades d'idées de groupe et l'équipe s'assuraient qu'il mangeait et buvait au moins de l'Evero. Il a versé des milliers de dollars d'alcool dans l'évier, a refusé toute drogue et a dit au manager Peter Grant qu'il ne pensait pas pouvoir rejouer un jour. Leur compagnie d'assurance a même essayé de refuser une réclamation de 2,3 millions de dollars, affirmant que le deuil familial n'était pas couvert, ce qui a ajouté une autre couche de douleur à la tragédie. Plant a passé l'année et demie suivante dans un isolement quasi total dans sa ferme du Worcestershire, perdant plus de 15 kilos et étant rarement vu en dehors de sa famille proche et de quelques amis. La seule chose qui l'a empêché de quitter complètement la musique a été le soutien de John Bonham. Plant a admis plus tard qu'il était prêt à abandonner complètement, peut-être même à devenir enseignant, jusqu'à ce que Bonham intervienne. Bonham est même allé jusqu'à utiliser sa propre limousine Mercedes à 6 étages, avec un chapeau de chauffeur, juste pour créer une routine sûre et réconfortante pour Plant. Lui et sa femme Pat vivaient à proximité et sont restés proches de la famille Plant, offrant un soutien qui allait au-delà de l'amitié. Sans lui, Plant pensait que Led Zeppelin se serait terminé en 1977 au lieu de 3 ans plus tard. Chunk 7. La tragédie a complètement changé Plant. L'homme qui avait été considéré comme le dieu d'or du rock, avec sa présence scénique sauvage et ses paroles mythologiques, ne se souciait plus des mondes fantastiques ou du style des rockstars. Il voulait de l'authenticité. Il a cessé de consommer des substances presque immédiatement et s'est concentré plutôt sur la réalité des personnes qu'il aimait. Il a admis plus tard qu'il avait passé beaucoup de temps à remettre en question la valeur de sa vie et ce que signifiait être un père et un mari plutôt qu'un artiste. De son chagrin est née l'une des chansons les plus émouvantes de l'histoire du rock, All My Love. Plant l'a écrite comme un hommage direct à Karak, la qualifiant de moyen de rendre hommage à la joie que son fils lui avait donnée, à lui et à sa famille. Il a enregistré le chant en une seule prise, incapable de revisiter l'émotion brute plus d'une fois.
La chanson ne ressemblait à rien de ce que Zeppelin avait fait auparavant. Construite autour du synthétiseur Yamaha GX1 de John Paul Jones sans aucune contribution de Jimmy Page, c'était l'une des deux seules chansons de Zeppelin qui n'ait pas été coécrite par Page, ce qui montre à quel point elle était personnelle pour Plant. Il a dit plus tard que c'était l'un des plus beaux moments du groupe. Lorsque le groupe a enregistré In Through the Outdoor à Stockholm à la fin de 1978, la différence était claire. Jimmy Page et John Bonham étaient souvent absents en raison de leur dépendance, laissant Plant et Jones porter l'essentiel de l'écriture. La nouvelle perspective de Plant a façonné l'ensemble du disque, qui a grimpé à la première place du Billboard 200 et y est resté pendant des semaines. En 1980, la consommation d'alcool de John Bonham avait atteint un niveau qu'il était impossible de cacher. Lors de la tournée européenne de Led Zeppelin en juin et juillet de cette année-là, les signes avant-coureurs étaient clairs. Lors d'un concert à Nuremberg, il s'est effondré au milieu de la troisième chanson. Le groupe a affirmé qu'il avait simplement trop mangé, mais la presse a rapidement souligné l'alcool comme étant la véritable raison. L'incident était si grave qu'il a dû être emmené à l'hôpital. Rolling Stone a rapporté plus tard qu'il avait récemment surmonté une dépendance à l'héroïne et qu'il prenait des médicaments contre l'anxiété et la dépression en même temps. Combiné à sa forte consommation d'alcool, c'était un mélange dangereux. Ceux qui étaient proches de lui pouvaient voir qu'il était au bord du gouffre, mais personne ne pouvait le retenir. Le 24 septembre 1980, il a commencé ce qui allait devenir le jour le plus tragique de sa vie. Rex King, un assistant de Led Zeppelin, est venu le chercher pour l'emmener aux répétitions au Bray Studio. En chemin, Bonham a demandé à s'arrêter pour le petit déjeuner. Au cours de ce seul repas, il a bu 4 tournevis quadruple vodka. Cela représente 16 doses de vodka, soit environ 400 à 560 ml d'alcool pur, le tout avant midi. Robert Plant s'est souvenu plus tard que Bonham avait dit « J'en ai marre de jouer de la batterie. Tout le monde joue mieux que moi. » Dans un moment étrange et presque prophétique, Bonham a même dit à Plant « Quand nous arriverons à la répétition, tu joueras de la batterie et je chanterai » avant d'arracher le pare-soleil de sa voiture et de le jeter par la fenêtre. Chunk, 8. Au studio, il a continué à boire abondamment tout au long de l'après-midi et de la nuit, ne donnant jamais à son corps une pause. Le lendemain, le 25 septembre, a apporté des nouvelles dévastatrices. Vers 13h45, John Paul Jones et le directeur de tournée Benji Lefebvre l'ont retrouvé mort chez Jimmy Page à Windsor, dans le vieux moulin de Clewer. Il s'était couché environ 13 heures plus tôt, placé sur le côté par un membre du personnel pour l'aider à garder ses voies respiratoires dégagées. Lors de l'enquête, un mois plus tard, il a été révélé qu'il avait consommé environ 40 doses de vodka en 24 heures, soit environ 1 diésel à 1,4 litres d'alcool. Son sang présentait un taux d'alcoolémie de 276 mg pour 100 ml, une quantité que le coroner a jugée incompatible avec la vie. Il s'était étouffé dans son sommeil parce que l'alcool avait engourdi les réflexes de son corps. Aucune drogue n'a été trouvée dans son organisme. Il n'avait que 32 ans, laissant derrière lui sa femme et ses 2 enfants. Sa mort a instantanément mis fin à Led Zeppelin. 70 jours plus tard, le 4 décembre 1980, le groupe a officiellement annoncé qu'il ne continuerait pas sans lui. Les membres survivants, Robert Plant, Jimmy Page et John Paul Jones, ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas continuer par respect pour Bonham et sa famille. Leur choix était rare dans l'histoire du rock. Le groupe a renoncé à d'énormes offres de réunification. À un moment donné, ils ont refusé 40 millions de dollars chacun pour une tournée américaine. Et des années plus tard, il y avait même des rumeurs d'une offre de 800 millions de dollars de Richard Branson. Leur tournée nord-américaine prévue, qui devait commencer le 17 octobre à Montréal, a été immédiatement annulée. L'ère qui a défini la musique rock pendant plus d'une décennie était soudainement terminée. Pour Robert Plant, la mort de Bonham à l'âge de 32 ans a laissé un vide qui semblait impossible à combler.
À ce moment-là, Phil Collins est intervenu. Collins, qui était déjà en pleine ascension avec sa propre carrière solo, a dit à Plant: « Le gars qui était assis derrière toi pendant toutes ces années était mon héros. » Il a joué de la batterie sur 5 des 8 chansons du premier album solo de Plant, Pictures at 11, et l'a même rejoint en tournée en 1983. Plant a dit plus tard que ce n'était pas tant des conseils que Collins lui avait donnés, mais l'encouragement et le soutien dont il avait besoin pour se tenir à nouveau debout tout seul. Pictures at 11, sorti le 25 juin 1982 aux États-Unis et le 2 juillet au Royaume-Uni, a prouvé que Plant pouvait réussir sans Zeppelin. Il a atteint la 2e place au Royaume-Uni et la 5e place au Billboard 200 américain, obtenant un disque de platine aux États-Unis, au Canada et un disque d'or en Australie. Les critiques ont salué l'album, Rolling Stone notant comment Plant avait transformé des ambitions modestes en un événement majeur. C'était le seul album solo de sa carrière sorti sur le label Swan Song de Led Zeppelin avant sa fermeture. L'année suivante, Plant a remporté son premier succès solo avec Big Log. La chanson a atteint la 20e place du Billboard Hot 100 américain et la 11e place au Royaume-Uni, tout en grimpant à la 6e place du classement Billboard Top Tracks. L'histoire derrière cette chanson est inhabituelle. Au Rockfield Studio, tout en expérimentant avec une boîte à rythme TR-818, les musiciens ont manqué de bois de chauffage. Ils ont trouvé une bûche de 15 pieds et, faute d'outils, ont lentement brûlé une extrémité jusqu'à ce qu'elle soit creuse. Chunk 9. Ce moment étrange a inspiré le titre mystérieux de la chanson. Son clip vidéo, réalisé par Storm Thorgerson, présentait des plans obsédants à travers la Californie et le Nevada, y compris la vallée de la mort et Las Vegas, et a contribué à cimenter la nouvelle image de Plant. La carrière de Plant était florissante, mais sa vie personnelle s'effondrait. Son mariage avec Maureen Wilson, qu'il avait épousée en 1968, s'est terminé en 1983. Elle avait été à ses côtés pendant son ascension vers la gloire, la mort de leur fils de 5 ans, Karak, en 1977, et l'effondrement de Led Zeppelin en 1980. Mais les exigences de la carrière solo de Plant, avec ses tournées constantes, se sont avérées trop lourdes. Après le divorce, elle a brièvement fréquenté Ian Hatton, un guitariste du groupe de Jason Bonham au début des années 1990. Malgré les années de séparation et le fait que Plant ait plus tard eu un enfant avec une autre femme, beaucoup pensent que personne n'a jamais remplacé Maureen dans son cœur. L'album de Plant de 1988, Now and Then, est devenu son plus grand triomphe solo. Sorti le 29 février, il s'est vendu à 3,1 millions d'exemplaires dans le monde et a atteint la 6e place aux États-Unis et la 10e place au Royaume-Uni. L'album a été certifié triple platine aux États-Unis en 2001. Il mettait en vedette Jimmy Page sur 2 morceaux, Heaven Knows et Tall Cool One, ce dernier samplant des riffs classiques de Led Zeppelin. En mélangeant son passé avec son nouveau son, Plant a réalisé ce que beaucoup pensaient impossible, prospérer au-delà de Zeppelin. En 1991, Plant a accueilli son 4e enfant, Jessie Lee, avec Shirley Wilson, la sœur de son ex-femme, Maureen. Cette situation familiale inhabituelle a surpris les fans et a fait les gros titres. Pour Plant, cette naissance est survenue après la perte dévastatrice de son fils Karak, des années plus tôt. Jessie Lee a choisi une vie privée et a maintenant 34 ans. Il n'est connu des fans qu'à travers des détails épars. En 2010, Plant a entamé une relation avec la chanteuse folk américaine Patty Griffin après avoir travaillé avec elle dans le Band of Joy. Ils ont passé plusieurs années à partager leur temps entre le Texas et l'Angleterre, mais les différences culturelles se sont avérées trop importantes. Plant a admis qu'il ressentait de la tristesse et des regrets lorsqu'ils se sont séparés en 2014.
L'un de ses projets les plus célèbres est survenu en 2007 lorsqu'il s'est associé à Alison Krauss pour l'album Raising Sand. Contre toute attente, le disque a raflé tous les Grammy de 2009, remportant les 5 catégories dans lesquelles il était nommé, dont l'album de l'année et l'enregistrement de l'année. Ce fut un triomphe inattendu qui a montré que la musique de Plant pouvait encore franchir les frontières des décennies après Led Zeppelin. Aujourd'hui, à 77 ans, Plant mène une vie plus paisible avec sa partenaire Dawn England. Il passe du temps dans le Worcestershire à assister à des matchs de football locaux et à soutenir des événements communautaires. Il est devenu le mécène d'une association locale d'aide aux sans-abri et continue de tourner avec son groupe Saving Grace. Sa valeur nette est estimée à environ 200 millions de dollars, dont une grande partie provient du catalogue de Led Zeppelin, qui continue de rapporter 8 à 12 millions de dollars par an. Malgré cette fortune, il choisit un style de vie simple, restant proche de ses racines tout en continuant à faire de la musique.